Bon, alors on veut parler de la commission d'enquête et on ne veut pas parler tant. Bernard va parler de la commission d'enquête elle-même et surtout des résultats de la commission d'enquête, qui est la partie importante. Mais nous, ce dont on veut parler, c'est comment ça s'est construit. Comment on se retrouve à Québec avec plusieurs centaines de personnes, un flux international en français, en anglais, avec des avocats, avec des gens qui prêtent, avec des commissaires. Comment on est parti à ça? Et c'est vraiment de ça dont on veut vous parler aujourd'hui. Alors on va commencer par pourquoi nous? Comment on s'est retrouvé là? Ben, pour être honnête, ça a commencé parce qu'on se connaissait. Et on connaissait aussi surtout Bernard. Vous allez voir, si vous avez à vous plaindre de ce qui s'est passé à la commission d'enquête, il faut se plaindre de Bernard, c'est lui qui nous a mis là-dedans. Donc techniquement, Bernard avait déjà été sélectionné comme commissaire. La commission avait commencé vraiment du côté anglophone. Il n'y avait rien qui avait commencé du côté francophone à ce moment-là, du moins rien de significatif. Et Bernard me lâche un coup de téléphone en me disant « T'as quelques minutes pour qu'on jase ?» Je dis « Oui ». Il me dit « T'es au courant de la commission d'enquête ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Ben, on a besoin d'un président, c'est dans 3 semaines, et puis celui qui était là, ben, il vient de renoncer. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je lui ai répondu ben, « J'ai pas le temps, donc oui ». Et je lui ai dit « Par contre, j'ai une condition. J'ai une condition, je ne ferai pas ça tout seul, il y a beaucoup trop de travail. » Puis mon estimation était mauvaise, il y en avait encore beaucoup plus. J'ai dit, ben, il y a une personne que je connais, parce qu'on s'était tous les 3 côtoyés au Parti conservateur, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je veux dire, sans le Parti conservateur, on ne se serait pas connus tous les 3, ou du moins c'est très improbable. Et j'ai dit, ben, Marilène m'accompagne, et je dis oui. C'était ma seule condition. Je n'étais pas au courant de celle-là, by the way. Donc, ben, il m'a dit, je te reviens. Et quelques heures plus tard, il m'a dit, ok, Marilène embarque avec toi. Donc, je l'ai appelé quand même parce que je voulais être sûr. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Puis là, je vais te laisser, toi, de ton côté, comment tu t'es retrouvé sur le siège éjectable. Oui, en fait, ben moi, je vais reculer un petit peu plus. Je vais faire un topo rapide de ma vie, de mon histoire. Pourquoi je me suis rendue à m'impliquer dans une action citoyenne. Tu sais, j'ai... Ouais, je suis pas assez fort. Bon. Comme ça. Je colle-le carrément comme ça. Bon. Donc, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Granby. J'ai été élevée dans une religion, donc tu sais, faire ma vie comme je suis habituée de la faire. Puis je me suis emmenée en Estrie en 2019. En 2020, j'ai vécu la même chose que vous, cette crise sanitaire qui nous est tombée dessus, à ne pas rien comprendre de ce qui se passe. Ça a été une année que j'ai décidé de quitter ma religion également pour me rendre compte que j'étais dans une plus grosse au Québec avec le gouvernement. J'étais comme oh, celle-là est moins facile à s'enfuir de ta propre province, ton propre pays. Puis également, en 2020, j'ai perdu mon conjoint. Donc, l'année 2020, pour moi, ça a été une grosse claque d'en face, je vais l'appeler comme ça. Puis, une chose que j'ai réalisée, puis c'est une citation que j'ai, je vais la lire en anglais, puis je vais la traduire après, mais cette citation-là de Roy Toy Bennett a dit « Maturity is when you stop complaining and making excuses and start making changes. » C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Ils ont entendu maman chialer pendant 2 ans, de 2020 à 2022, que, bon, malheur, pauvre moi, et tout ce qui... J'ai vraiment chialé. Ils l'ont entendu, là. J'ai chialé sur Legault, j'ai chialé sur Trudeau, j'ai chialé sur... Puis là, cette phrase-là a comme fait, OK, mais tu fais quoi pour que ça change? Tu sais, souvent, on est porté à vouloir remettre ça dans les mains des autres, tu sais, puis là, on remet ça dans les mains de nos politiciens, on remet ça dans les mains de bien des gens autour de nous. Donc, ma première implication, ça a été en politique. Puis, je ne parlerai pas longtemps de la politique, mais c'est là que j'ai connu Bernard, parce qu'on était dans la même association, on vit les deux dans la même ville. Ça a été le président de mon association. J'ai commencé à m'impliquer tout bonnement au début trésorière de l'association. J'ai fini par être candidate. Puis, il s'est passé de quoi
dans cette histoire-là de candidature entre moi et Bernard, puis c'est là que j'ai réalisé l'homme qu'il était. Donc, j'avais confiance en lui. Fait que voilà pourquoi, même quand quelques mois plus tard, il s'est assis avec moi au restaurant pour m'inviter à participer à cette action citoyenne. Je savais pas beaucoup de choses. J'en apprends même encore aujourd'hui. Mais j'y faisais confiance, puis je me doutais que c'était pour faire avancer les choses. Donc, voilà pour comment je me suis retrouvée dans cette histoire à vouloir travailler avec Philippe et Bernard. Avant de créer une audition, il y a plusieurs conditions. Parce que ça coûtait de l'argent, c'était quelque chose de gros. Et même si on n'en a pas parlé dans les médias, je dirais traditionnels, c'est quelque chose qui est vraiment unique au monde, ce qu'on a fait. C'était vraiment énorme. Pas seulement ce qui s'est passé à Québec, hein, on a fait tout le tour du Canada. Nous, on s'est seulement occupé de Québec. La première chose que ça prend, c'est un leader qui lance le sujet. C'est pas lui qui a fait le travail en tant que tel, mais il a été le leader qui a permis de mettre des gens qui se mettent au travail, des citoyens. Il faut comprendre que la commission d'enquête, il n'y a aucune aide du gouvernement, aucun financement du gouvernement. Ça a été fait par des citoyens pour une idée qui était un questionnement citoyen. Il y a absolument, le gouvernement nous a plus mis des bâtons dans les roues qu'il nous a aidés. Donc le premier, ça a été Preston Manning, qui a parlé publiquement des enjeux et qui a parlé de la commission et qui a permis de rameuter du monde autour. La deuxième chose que ça a pris, c'est du monde. Alors du monde de plein de manières. Du monde comme Marilène, comme tous les gens qui ont été tous les bénévoles. Il y a eu un travail de bénévolat dans toute la commission à travers le Canada qui est considérable. Et puis aussi du monde des citoyens qui ont dit ça me parle. Et vous allez voir, j'ai bien mis les choses dans l'ordre. Ça a d'abord pris le leader, ce qui a permis d'avoir du monde. Et quand on a eu du monde, ça nous a permis aussi d'avoir de l'argent. C'est les montants de tous les citoyens à travers le Canada qui ont mis près de 600 000 $, qui a permis de fabriquer cette commission d'enquête. Alors on s'entend, on parle de commission Charbonneau, ça coûtait plusieurs dizaines de millions pour être à un endroit une fois. Nous, on a été capable, pour moins de 500 000 $, de faire le tour complet du Canada avec les commissaires, avec toute l'équipe technique pour filmer, avec les avocats, avec le logement, les billets d'avion. On a tout géré ça. Donc on a fait pour vraiment pas cher. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Donc s'il n'y avait pas eu tous ces citoyens qui ont réalisé que je donne beaucoup d'argent à mes impôts, mais quand j'ai besoin qu'on réponde à mes questions, il n'y a personne, il faut que je repaye une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'on a eu les moyens. Donc je voulais pas passer beaucoup de temps sur ça, mais s'il n'y avait pas eu ces 3 étapes avant, il n'y aurait pas eu d'audition. La question, c'est par où on commence? Parce que quand il m'a donné le superbe titre de président pour la commission d'enquête pour le Québec, il y avait un titre, c'est tout. C'est un beau titre, là. C'est vraiment un beau titre. Mais... Hein. Puis j'avais une coprésidente, donc on était 2. Et là, je vais vous montrer une citation, et si vous devez ramener une seule chose d'aujourd'hui, pour moi, c'est cette citation. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions et 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. C'est Mike Horn qui a dit ça. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un aventurier qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été de l'Himalaya, sur les mers, en Arctique, il a été partout. Et c'est exactement comme ça qu'on a commencé, mais je ne suis même pas sûr qu'on avait le 5%, à vrai dire. Si ce n'est qu'on voulait faire une commission d'enquête, à peu près, c'est tout ce qu'on avait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un point important. Qu'est-ce que ça a pris ensuite? Une équipe. J'ai commencé avec Marilène. Je savais que je ne ferais pas ça tout seul. Et on s'est entouré de beaucoup de monde. Et on a été capable de rapidement avoir une équipe. Pourquoi? Avant, il y avait eu un leader,
il y avait eu de la communication, et donc les gens voulaient s'impliquer, et plein de personnes sont venues nous aider. Plusieurs d'ailleurs qui sont encore dans cette salle aujourd'hui. Ensuite, il faut se faire confiance. On ne peut pas faire un travail aussi gigantesque en contrôlant tout ce que fait l'autre. Ça ne peut pas marcher. Et ça, on a un avantage, on s'entend bien tous les deux avec Marilène. On s'est partagé le travail et je ne me suis pas occupé de ce qu'elle faisait, c'est pas occupé de ce que je faisais. On s'appelait uniquement pour les choses qui étaient communes. Et bon, je vais la laisser un petit peu en parler de comment ça s'est passé, mais je vous dirai après tout ce qu'on a mis en place. Mais vas-y, ce que toi, tu as vécu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai rencontré Bernard en février 2023. Au départ, la commission, celle au Québec, était supposée être au mois de mars. Puis, on a commencé à travailler un petit peu, mais là, ça ne le faisait pas au mois de mars. Donc, on s'est dit, il faut repousser ça, sinon on va avoir l'air... on ne voulait pas manquer le Québec, là. Tu sais, au Canada, tu ne veux pas manquer le Québec. Donc, on a repoussé ça un petit peu. Puis, on s'est fait un meeting de direction. On était rendu le 11-12 avril, en tout cas mi-avril. Puis là, on a décidé la date. Puis le lendemain, on est allé au Bonne Entente. Puis là, c'était coulé dans le béton. Donc, il restait 3 semaines avant. Puis on n'avait pas grand-chose de fait. Donc, moi et Philippe, c'est comme pour opérer, là, justement, il ne faut pas se checker l'un l'autre, tout ça. Donc, on s'est séparé les tâches. Moi, entre autres, je me suis occupée des bénévoles. Puis je me suis occupée de tous les témoins civils qui ont eu l'injection ou qu'il y avait des dommages collatéraux autres que du vaccin, là, puis on parle relationnel, etc. Donc, moi, j'avais pris cette partie-là. J'ai foncé. Puis comme il disait, on s'appelait là, quand c'était le temps de prendre une décision vraiment importante ou trancher quelque chose. Sinon, je gère mon bord, je gère le tien. Puis on se rejoint à quelque part. Puis ça va être... Fait que ça a été beaucoup d'heures de travail. Moi, j'étais veuve avec 5 enfants, mais je venais de prendre une pause de mon travail. Donc, je m'étais dit, je me donne corps et âme pendant 3 semaines pour ce projet-là, de cette ampleur-là. Ça a été plus de 1000 courriels à gérer, des appels. Ça a été quand même beaucoup de travail, mais à travers ça, oui, on s'est trouvé une équipe, on avait de l'aide quand même. Mais il y avait quand même beaucoup d'organisation et de gestion. Et ça, c'est un peu... on avait des running gags aussi entre moi et Philippe parce que nos téléphones, un moment donné, ils fonctionnaient juste plus. Là. On n'était plus capable de se rejoindre. Je pense que nos téléphones se boudaient l'un l'autre. C'était incroyable. Puis à l'époque, là, moi, j'avais pas personne dans ma vie et Philippe non plus. Puis j'ai dit une chance, on pourrait rendre jaloux nos conjoints tellement que on s'appelait 10-12 fois par jour des fois. C'était vraiment cocasse. Oui, même pas de bonjour. Non. Ni bonjour, ni au revoir. Ouais, tac, next. Mais en fait, je connaissais Philippe un petit peu d'avant à cause du conservateur, mais on a vraiment appris à se connaître dans ces 3 semaines-là. Puis c'était vraiment carte blanche, je te fais confiance, puis je verrai à la fin si je peux continuer après dans ma vie. Là, vous avez la réponse aujourd'hui. Oui, parce que au départ, on est parti avec, pas une page blanche, on est parti avec une page blanche où il manquait un morceau. Dans le sens qu'on avait une salle qui ne correspondait pas à nos besoins et le budget qu'on ne pouvait pas récupérer. Donc quand on dit qu'on est parti avec rien, c'est une page blanche qui manquait un morceau, c'est un peu l'image avec laquelle on est parti. Donc moi de mon côté, ce que j'ai fait, on a d'abord regardé ensemble la salle parce que la différence entre une idée et puis un projet, c'est une date et un lieu. Donc la première chose qu'on a définie, c'est une date et un lieu. Donc une fois qu'on avait une date et un lieu, on pouvait appeler tout le monde. C'est dur d'appeler quelqu'un en disant « Est-ce que tu es libre un certain jour pour faire une certaine chose ?» Généralement, on n'a pas beaucoup de réponses dans ces cas-là. Donc une fois qu'on a eu défini la date, qu'on a été vérifier l'endroit, que tout correspondait, là on a pu commencer à s'occuper du reste. Moi je me suis occupé, dans le fond je lui ai donné tout le travail. Moi j'ai fait la petite partie qui est trouver les témoins. Et là, vous m'entendez? Bon, ok, il était tombé en pause. Donc, moi, je me suis occupé aussi des témoins vedettes. Parce que, quand j'ai dit, tu veux quoi comme témoin à Bernard? Première chose qu'il m'a dit, Raoult. Je vous pose la question comme ça. Comment on contacte Raoult?
Honnêtement, moi, je ne sais pas comment contacter Raoult. Donc, j'ai fait le tour de tous ceux que je connaissais. Évidemment, personne ne le connaissait. Et puis, je ne savais même pas s'il savait qui on était, s'il allait nous prendre au sérieux. Donc, on a commencé par qui connaît qui. Patrick a eu dit je connais un tel en France qui devrait le connaître. Ah, ok. Donc, j'écrivais un courriel en disant il y a un tel qui m'a donné votre courriel, je voudrais parler à Raoult, est-ce que vous le connaissez? Et puis, je leur envoyais un peu de l'information sur la commission d'enquête. Et en quelques jours, on a commencé par ajouter Raoult. Puis de fil en aiguille, on a rajouté, il va vous en parler tout à l'heure dans sa présentation sur la commission, mais on a été chercher beaucoup de gens. Et c'était important parce que dans le reste du Canada, en anglais, dans chaque endroit, ils pouvaient parler de quelque chose de différent. Nous, il n'y avait qu'un seul endroit francophone, donc il fallait qu'on aborde tous les sujets du même endroit. Et c'est donc comme ça qu'on a appelé tout le monde pour avoir suffisamment de gens sérieux pour pas qu'on puisse nous dire qu'on se parlait juste entre nous. Et donc, on était chercher un paquet de vedettes. Il vous en parlera tout à l'heure. Ensuite, il a fallu faire signer à tout le monde. Imaginez, tout le monde a témoigné sous serment et tout le monde, c'était en direct. 100% des témoignages ont été faits en direct et sous serment. Donc, chacun était responsable de ce qu'il disait, tout simplement. Je reviens à cette image-là. Au début, on n'avait aucune idée de tout ça. On a été une étape après l'autre. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que engagez-vous dans l'action citoyenne qui vous parle, pas forcément dans celle-là, et n'espérez pas avoir les réponses avant de démarrer. Vous les aurez en cours de route. Alors, on va faire un petit peu le post-mortem de ça. Toi? Moi, j'ai vécu... Bon, c'est sûr, c'était beaucoup de travail quand tu es dans l'organisation, tout ça. Sur place, reste que j'ai pas vécu 100% que quelqu'un qui était assis puis qui écoutait. Mais moi, j'ai quand même gagné. Juste, je repensais juste à l'instant. Moi, j'appelais les témoins, les témoins civils, que soit l'injection ou autre dommage. Puis juste des entendre me parler au téléphone, puis des fois c'était 1 heure, 1 heure et demie, juste que les gens aient cette possibilité-là de parler de ce que ça leur a fait. Pour moi, c'était déjà un check. On n'était même pas rendu à la commission, mais de permettre cet espace-là aux gens, pour moi, ça a été, je pense, le meilleur moment, puisque quand c'était le temps de le vivre, j'étais quand même occupée, mais d'avoir pris le temps d'écouter ces gens-là. Des fois, on pense que ça prend... beaucoup de choses, mais juste permettre un espace aux gens de parler. Puis c'est pourquoi j'ai cru en cette commission-là. C'est le gouvernement qui aurait dû nous faire ça, mais là, c'est du monde qui se sont levés puis qui ont été capables de le faire. Puis le bienfait que ça fait aux gens d'être entendus. Des fois, on pense que ça prend beaucoup de choses, mais juste de les écouter. Donc, pour moi, le post-mortem, il y en a peut-être qui avaient des attentes, des objectifs différents. Moi, juste pour moi, ça, c'était genre une réussite. C'est sûr, sur place, là, il y avait une ambiance, il y avait quand même de l'énergie, une vibration qui était quand même incroyable. Mais c'est ça c'est mon côté à moi, ce que j'en retiens le plus. Là. Moi, je suis très heureux, exactement ce que tu as dit, de donner de la parole aux gens. Ça, c'était important, de donner une parole aux gens. De leur donner une parole qui reste. Parce qu'il y a des gens qui ont payé extrêmement cher. J'avais rencontré du monde pendant ma campagne électorale, des gens qui m'ont raconté des histoires d'horreur. Il y a des gens qui ont pleuré sur mon épaule, qui d'abord étaient un peu de loin, puis au fur et à mesure qu'ils parlaient, les sanglots montaient, et puis qui s'effondraient en larmes dans mes bras, parce qu'ils ont vraiment payé très cher, de plein de manières différentes. Et je pense qu'on a laissé, grâce à ça, une trace dans l'histoire. Je pense que dans 100 ans d'ici, quand les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, les gens? C'est quoi la mouche qui leur a piqué? Pourquoi tout ça? Ben, là, on va avoir des gens, du spécialiste international à monsieur ou madame tout le monde, qui racontent ce qu'ils ont vécu, avec des témoignages sous serment, avec les vidéos. Ils vont pouvoir interpréter ce qui s'est dit en vidéo. Ils auront les textes. Ils ont une intelligence artificielle avec laquelle ils peuvent accéder à toute l'information. Ils ont les écrits.
Je pense qu'il va y avoir quelques thèses de doctorat qui vont se faire sur ce sujet-là. Quand on regarde l'histoire, on peut se poser la question quelle mouche a piqué les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. On peut se poser la question comment on aurait réagi à l'époque. Vous le savez aujourd'hui. Si c'est passé quelque chose où chacun a pu voir comment lui réagit quand on risque de perdre, selon sa parole, qui son travail, qui sa conjointe, qui sa maison. Donc, ça a été un élément important. On se pose souvent ce qui s'est passé, c'est un moment historique. Et donc, on a laissé cette trace-là pour le futur. Et pour moi, c'était vraiment important. Après, on a laissé aussi des recommandations. Je ne suis pas convaincu que le gouvernement actuel va les écouter, mais peut-être qu'un prochain va s'en inspirer. On a un peu pris de l'avance sur la définition du succès. Je vais y aller avec toi. Ouais, en fait, le succès, souvent, on se met en tête que c'est un objectif à atteindre. Puis on a souvent des attentes quand on parle de succès. Puis moi, j'ai réalisé que ce soit dans mon parcours politique ou avec le NCI ou à bien d'autres niveaux dans ma vie, des attentes de moins en moins que j'en veux dans ma vie. Je peux avoir un but, un objectif, mais après ça, ce qui est plus important, c'est comment tu te rends là. C'est ça que j'ai compris. Puis l'objectif premier, probablement, c'était de ramasser des preuves puis d'avoir tout ce qu'il fallait pour venir prouver l'inverse de tout ce qu'on s'était fait imposer et tout. Puis si on partait juste avec ça, probablement que certains pensent aujourd'hui qu'on a échoué. Parce que il n'y a pas eu des mea culpa incroyables, ou du moins comme certains peut-être l'auraient voulu. Mais encore là, ça, c'est une attente qu'on pouvait avoir, puis qu'on est déçu parce que c'est pas ça que ça a donné. Quand tu regardes avec un lâcher-prise, puis tu ouvres tes horizons sur ce qui s'est passé cette semaine-là, puis en fait, à travers les 2-3 mois qu'il y a eu... moi, je regarde aujourd'hui, je dis, il y a une chaîne au Canada, là. On est tous reliés, de près ou de loin. Je veux dire, oui, mettons, Bernard, lui, il a traversé le Canada avec tous ces gens-là. Je veux dire, nous, on est impliqués surtout au Québec, mais tu as fait partie du NCI, vous avez été spectateur de ça. On est quand même tous reliés aujourd'hui. Puis ça, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle vengeance que tu peux aller chercher dans ta vie. Maintenant, on se sent plus seul comme on s'est senti seul. Puis pour moi, ça valait beaucoup plus que de me faire dire genre, finalement, on avait tort. Même si ça serait agréable à entendre, là, je suis pas en train de dire l'inverse, mais fait que pour moi, le succès, c'était plus ça de ma part, là, de ma vision des choses. C'est vraiment les relations qu'on a créées aujourd'hui. On est tous là aujourd'hui pour d'autres trucs qui se sont passés. Moi, c'est mon parcours en politique qui m'a emmené avec Bernard et Philippe, mais c'est ça. Quand tu regardes les choses différemment puis que tu n'as pas d'attente, il y a toujours du positif pareil qu'on peut en sortir. Fait que pour moi, le succès, c'est plus défini comme ça maintenant que juste « j'ai atteint le but que je voulais ». C'est plus... Bon, je vais être un peu plus pragmatique. Pour moi, le succès, c'est que, l'événement a eu lieu, et en français, et j'aurais pas pu rêver qu'il se passe mieux que ça. Je veux dire, dans mes rêves les plus fous, ça se passait moins bien que ça. Donc, ça s'est très bien passé. La seule erreur qu'on a eue, ça a été au niveau de la traduction. On a eu des enjeux de traduction, mais c'était franchement mineur. Aujourd'hui, on a corrigé les erreurs, et toutes les vidéos existent. On a fait les choses. Et ça, pour moi, c'est une réussite. On a un rapport qui est là. On ne peut plus l'enlever. Il est là. Il est accessible. Il est public. Tout le monde peut le downloader et avoir accès à cette information-là. Donc, plus personne ne peut dire on ne sait pas. Maintenant, on sait. On a toute l'information. Et elle est considérable. Bernard en parlera tout à l'heure, mais elle est considérable. Et on a créé une chaîne extraordinaire. Extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai des amis au Québec, mais au Canada, anglais. On a travaillé entre les anglos et les franco. Et ça s'est bien passé. On est devenus des amis. On a intégré des gens de France. Et aujourd'hui, on a une chaîne complète de gens qui se connaissent, qui s'apprécient et qui ont envie de travailler ensemble. Juste avec ça, j'en attendais pas autant. Donc, pour moi, c'est comme ça que j'ai défini le succès de ce projet-là. Je pense qu'on a déjà répondu au deuxième point. On a répondu en partie à ça, en effet. On a pris un peu d'avance sur ça. La suite du NCI. Je vais commencer avec ça. Je vais te laisser continuer, mais parce que je suis plus t'es pas mal plus mouillé là-dedans. Ouais.
Le NCI s'est scindé en deux. C'est très malheureux. Faut pas croire que parce qu'on est tous sur une cause qui nous semble bonne et qu'on est tous de bonne volonté que ça va forcément bien se passer. Aujourd'hui, le NCI est scindé en deux entités, différentes manières de voir. Et puis, mon objectif n'est pas d'expliquer le parti de l'un, le parti de l'autre. C'est pas, ça vous apportera rien. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a deux sites web, il y a deux visions du NCI. Il y a une partie qui continue, qui veut continuer à faire des auditions, et une partie dont je fais partie qui pense que avant de vouloir ajouter des auditions, il faut déjà publiciser le travail qu'on a fait, qui est considérable. C'est pas de rajouter des preuves, 100 preuves ou 1000 preuves ou 1 million de preuves ou 1 milliard de preuves. C'est asymptotique, ça n'apporte plus rien. On a plus de preuves qu'on en a besoin pour comprendre que tout ce qui s'est passé n'avait pas forcément du bon sens. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Beaucoup de gens ne peuvent pas passer à autre chose. J'entends souvent, ok, c'est la vieille histoire, passons à autre chose. Je vais nommer quelques éléments là, simples. Ceux qui ont perdu tout lien avec leur famille, est-ce qu'ils peuvent passer à autre chose? Une de nos témoins qui ne pourra plus jamais prendre ses enfants dans ses bras à cause des effets secondaires parce que ça lui fait mal, qui a plus de vie. Elle passe comment à autre chose? Des gens qui ont perdu leur compagnie, qui des fois étaient des compagnies qui étaient là depuis 3 générations dans la famille et qui ont tout perdu. Quand je dis tout perdu, la compagnie, les retraites, tout. Qui se retrouvent à 50, à 60 ans à repartir à zéro. C'est difficile pour eux de passer à autre chose. Donc, ça continue. Il continue à avoir des tensions. C'est pas idéal. Et même à l'intérieur, avec le même objectif, on s'est séparés. Donc, notre partie à nous, quand je dis nous, ceux qui sont encore dedans, au Québec essentiellement et dans le reste du Canada, on ne parle que de développer le travail qui a été fait, puis de le faire connaître et puis de faire comprendre tout ce qu'on a compris. De l'autre côté, ils veulent continuer à accumuler des preuves et ils veulent aborder d'autres sujets. Donc ça, je pense que c'était important de le dire parce que c'était aussi une réalité. Alors, je voudrais conclure là-dessus. Pourquoi s'engager? Je vais te laisser commencer. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut vous expliquer, c'est qu'on peut faire des choses même si ça paraît des montagnes. On est capable de passer à travers les montagnes sans de très grandes difficultés. Là, on a eu du fun. On a travaillé dur, mais on a eu du fun. Je te laisse aller. Oui, moi, quand j'ai vu, quand on a choisi d'inscrire ça, pourquoi s'engager, il y a une phrase qui me vient de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir ». Puis ça commence individuellement. Donc, souvent, comme je disais un peu au départ, on est porté à vouloir pelleter ça dans le cours du voisin, faire comme, le politicien, il faudrait qu'il fasse ça, mais en tant que personne, individu, on fait quoi? Donc, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, souvent, on se met ça vraiment plus haut que... Tu sais, moi, je veux dire, je vous ai expliqué un peu tantôt d'où est-ce que je venais, ma vie, et j'ai pas des grosses études. J'étais maman à la maison pendant 10 ans de temps. Puis là, j'avais juste regardé la définition de c'était quoi être un député quand je me suis lancée en politique. Tu représentes les citoyens. Bon, j'ai pas besoin de gros diplômes pour être capable, il me semble, tu vas chercher l'opinion des gens, leur intérêt, puis tu représentes ça. Donc, après ça, j'ai fait, on met ça bien plus compliqué que, puis je me suis lancée. Le danger, souvent, c'est qu'on regarde les gens, puis on pense qu'il faut faire comme eux autres. Il faut vraiment y aller avec ce qui vous parle, puis puis ce qui vous guide. Je veux dire, moi, j'ai fait ça, mais dans ma campagne électorale, c'était pas tout le monde qui était pour être candidate, mettre son visage sur un poteau. Mais j'ai eu besoin de tellement de monde autour de moi. Puis j'ai des gens qui me disaient, tout ce que je peux faire, c'est d'aller porter des pamphlets. Puis là, je parle de la campagne, mais dans le NCI, avec les bénévoles, c'était, moi, je peux être là de telle heure à telle heure. C'est parfait. J'ai besoin de quelqu'un à table d'accueil de telle heure à telle heure. On ne demande pas à chaque personne d'être des présidents et des coprésidentes de ces choses-là, mais apportez ce que vous êtes capable d'apporter, ce qui vous parle, ce qui vous nourrit, puis pourquoi s'engager? Vous allez le voir après, ce que ça fait à l'intérieur de nous. Fait que moi, c'est un peu mon message, pourquoi s'engager.
Oui, moi aussi, j'étais pas politique. Et quand je dis politique, je parle pas de gauche, de droite, etc. Mais politique dans le sens de la vie de la cité. S'occuper de ce qui nous regarde, comment les choses vont. Les gens qui me connaissaient, ils me voyaient pas du tout là. Puis un jour, on m'a interdit de sortir de chez moi et que ça a comme été non. Non, non, moi, ma liberté la plus importante, c'est d'être libre de bouger. Je suis pas obligé d'être d'accord avec vous, mais si ça me va pas, je peux aller ailleurs. On m'enferme pas chez moi. Ça a été, pour moi, la clé qui m'a amené à bouger. Et j'avais déjà fait des choses. Je m'étais déjà occupé d'organismes communautaires pour faire ma part, parce que j'ai toujours trouvé important de faire sa part. Mais pas me mettre ma tête sur un poteau, pas démarrer une commission d'enquête, pas démarrer le mouvement localiste du Québec, pas tout ça. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Ben oui, c'est parce que je pense qu'il faut un peu agir en bâtisseur de cathédrale, c'est-à-dire si le monde dans lequel on est vous convient pas, commencez à le construire. Ce sera peut-être pas pour vous, peut-être pas même pour vos enfants, peut-être pour vos arrière-petits-enfants, mais si vous n'avez pas commencé, eux verront pas le clocher de l'église. Donc à un moment donné, si vous voulez que les choses changent, il faut commencer. Et puis pas forcément le faire pour soi, le faire pour le suivant. Et juste faire les choses au mieux qu'on peut. L'autre aspect, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai eu du fun. On a vraiment ri. On a travaillé dur, mais on a vraiment ri. J'ai des amis pour la vie. Je veux dire, je le dis souvent, les chances que je rencontre Bernard et Marilène étaient très... Nul. Très faibles. On était loin les uns des autres et c'est devenu des amis, vraiment des amis. Il y en a plusieurs dans la salle, je ne vais pas tous les nommer, mais j'ai plusieurs dans la salle qui sont des amis. Ma blonde, j'ai rencontré comme ça. Je remercie jamais assez la Covid pour les gens que j'ai rencontrés. Donc, pourquoi s'engager? Parce que c'est le fun, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose. Le monde, ces dernières années, nous a mis dans une espèce de course à l'échalote où il faut avoir un plus gros barbecue que le voisin. Ça nourrit pas beaucoup. Quand on travaille, pas pour soi, mais pour les autres, ça nourrit. Quand on est ensemble à se battre pour un sujet, ça nourrit. Et quand on a travaillé à faire des choses compliquées, on fait des amis et des amants de très grande qualité. Donc, c'est ça, moi, la raison de s'engager, c'est ça fait sens. Si vous avez des questions, il y a un micro devant et vous êtes bienvenus à venir poser des questions. Je voulais juste savoir, de toute la commission d'enquête que j'ai suivie de A à Z, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ça? Dans les témoignages? Pas tant surpris, parce que j'avais vu beaucoup de choses avant la commission d'enquête, mais ému. J'ai vraiment des témoignages qui m'ont profondément ému. Et je deviens émotionnel en y pensant. Donc, plus que surpris, j'ai été ému par tous les témoignages auxquels j'ai assisté. Bonjour, c'est la première fois que enfin je mets les pieds chez Réinfo Québec. Bienvenue. Vous êtes une personne. C'est amusant parce qu'on a eu les mêmes réflexions hier dans un petit groupe, du même genre que le groupe, mais sans s'être investi autant que le groupe. Moi, ma question, c'est quand j'ai eu l'écho de cet événement avec l'enquête nationale, j'avais autour de moi plein de gens qui avaient souffert de ce qu'on avait dit, et qui étaient séparés, déconnectés, même pas au courant de l'existence.
La réponse est non, malheureusement. Et pour plusieurs raisons. Une raison de ressources humaines. On a eu un déluge d'informations à traiter. On a fait une commission qui a duré 3 jours. On aurait pu la faire 1 mois. On aurait pu la faire 2 mois à temps plein. On aurait eu encore des témoignages. À un moment donné, il a fallu faire le tri. Se dire, OK, ce témoignage ressemble un peu à celui-là. Puis, il fallait avoir un rapport. Imaginez le travail considérable des commissaires. C'est, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 4000 pages de transcripts. Tous les témoignages à travers le Canada. Donc, on n'a pas assez répondu aux gens. Et j'en suis le premier déçu. Une partie venait déjà d'un début de séparation entre un groupe et l'autre qui a conservé de l'information qu'ils n'auraient pas dû conserver. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'était les anglophones. Beaucoup de témoignages sont arrivés en français. On ne nous les a pas transmis en français parce que ce n'était pas important pour eux, puisque c'était en français. Il y a une réussite, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont mal passées. Et cette information existe encore. La base de données existe encore avec tout ce qu'on a reçu. Elle ne fait pas partie du rapport parce que c'est dur d'étudier quelque chose quand on n'a pas validé les points. Tous les gens qui ont témoigné, par exemple, pour des effets secondaires, ont tous parlé à des médecins qui ont validé que ça faisait sens. Tous les gens qui ont témoigné, on a vérifié que ce que nous disaient, c'était pas n'importe quoi pour pas décrédibiliser la commission. Et on n'a pas été capable de traiter la quantité d'informations. Elle était juste immense, mais quand je dis immense, là, si on avait voulu traiter tous les appels qu'on a eus, tous les témoignages, je pense qu'on serait encore là et on y travaillerait 24 heures sur 24 pendant des années. La question, c'est qui finance ça? Parce que même si tout le monde travaille de manière bénévole, ça prend des serveurs, ça prend des déplacements en avion, ça prend tellement de choses qu'il faut payer. Et si on a fait ça pour un si petit... On a fait, c'est 8 places au Canada, avec tout le direct, etc., pour moins cher qu'une commission gouvernementale à un endroit. Mais on a des gens qui ont donné des heures sans compter, mais c'était pas assez. C'était tellement gigantesque. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui ont eu ce sentiment qu'on n'a pas écouté leur témoignage. Est-ce que ça serait possible, comme par exemple sur une page YouTube où tous les commentaires sont sous une vidéo, d'avoir à un moment donné tous les témoignages écrits qui ont été envoyés pour que les gens se rendent compte de la masse de ces témoignages, parce que c'est un peu ça aussi, c'est qu'on est toujours dénigré parce qu'on a l'impression qu'on est une minorité, mais en fait, on est non. Ça serait un travail à faire. On ne peut pas le faire comme ça. Ça veut dire qu'il faut écrire à toutes ces personnes-là, leur faire signer un document comme quoi ils acceptent qu'on le mette en ligne. Oui, ça fait partie des choses qu'il aurait fallu faire. Mais c'est encore des dizaines de milliers d'heures de travail. Qui veut le faire? Qui veut le faire? C'est ça la question. Moi, je vais m'aider. Si on a envie de proposer quelque chose, on pourrait peut-être faire quelque chose. Moi, j'aimerais ça, je suis motivé. Ce que j'entendais, moi, il y a 2 choses qui me marquent particulièrement. La question de ne pas être seul. Moi, c'est ce qui fait, honnêtement, d'avoir été en contact avec l'info COVID à ce moment-là, d'avoir des espaces où je pouvais parler, où je pouvais être entendue et où j'entendais d'autres et je pouvais m'indigner sans me faire traiter de quoi que ce soit. C'est une résilience, c'est un lieu de résilience. Pour moi, ça a été un lieu de résilience. Quand on regarde les diverses initiatives de réinfo, à quelques moments, on entend cette même réponse-là, c'est que les besoins sont là, mais on manque de bras. Alors, c'est arrivé pas aussi dans d'autres initiatives, donc il y a des gens qui étaient déçus de ne pas avoir eu le suivi qu'ils auraient souhaité, qu'ils auraient attendu. C'est décevant. Puis je comprends. Alors, on pourrait peut-être nous venir en esprit de dire est-ce qu'on a envie de faire un petit recueil de ces témoignages-là pour ne pas que ces paroles-là soient tombées dans le vide, parce que des gens qui avaient besoin d'être entendus. Alors, c'est peut-être une idée qu'on pourrait faire aussi en esprit. D'autres choses,
peut souffler un peu, il y a moins de pression. Mais c'est important de ne plus être en réaction, puis d'être proactif, puis de bâtir, mais pas juste résister, pas juste esquiver, pas juste essayer de se laisser guider par les flots. Mais voilà, merci à tous d'être là, puis chacun s'impliquer selon ce qu'il peut, puis pourquoi s'engager. Beaucoup de endroits, puis c'est pas mal le fun. Merci. Je voudrais quand même rajouter un petit point. On a depuis des années accepté que le gouvernement nous disait on s'occupe de tout, payez vos impôts. Puis on voit comment ils s'en occupent. C'est peut-être juste temps, comme on l'a toujours fait dans l'histoire, d'intégrer dans sa vie un morceau de travail pour la communauté. C'est essentiel. Au Moyen-Âge, les gens avaient toujours une assiette de plus à table. Puis, il y avait un pauvre qui était là, il venait à table manger avec nous. Il y a plein de manières de s'impliquer. Que ça soit dans une église, que ça soit dans une organisation, que ça soit pour s'occuper des gamins qui font du soccer, c'est pas important. Mais je pense qu'il faut commencer à arrêter d'attendre que le gouvernement fasse ce dont on a besoin et faire ce dont on a besoin. Je voulais juste spécifier question de relations publiques. Hein, tout ça, ça se joue entre nous, dans nos collectivités, dans nos villages, dans nos relations amicales, tout ça. Essayer de clarifier nos postures, de ne pas être dans des extrémismes, tout ça. Puis je voulais juste dire que vous avez à plusieurs reprises mentionné le Parti conservateur, sans dire que vous l'étiez plus. Je pense que c'est peut-être important de dire qu'on suit vraiment notre intégrité, notre vérité. Puis pourquoi s'engager? Pour moi, c'est ça, c'est de ne pas se laisser impliquer par des idées qui ne sont plus les nôtres, de vraiment à chaque fois se repositionner puis se choisir avec nos convictions en évaluant ce qui est important pour nous dans nos sociétés. Donc, je vous souhaite de trouver des endroits, peu importe dans quelle sphère de vos vies, où vous engagez. Il y a eu cet événement-là qui s'est produit, il y a des réunions qui sont fantastiques. Il y a toute une constellation à travers le Québec. Ce que j'ai fait cet été, je me suis promenée en âne, puis je suis allée à travers le Québec voir qui réfléchissait. Puis je vous souhaite de trouver, de vous lier à des constellations qui ont des idées, qui font des affaires, des projets qui veulent germer comme ça. C'est ensemble qu'on peut s'y mettre. Je vais faire un peu de pouce sur ce que tu dis, parce que c'est vrai, on parlait du Parti conservateur, nous n'y sommes plus. En réalité, Bernard, Marilène et moi-même avons quitté le Parti conservateur en même temps. On était des gens, on commençait à avoir une certaine importance dans le Parti conservateur. On était 2 présidents, 2 candidats. Elle était vice-présidente régionale et moi je m'occupais de 3 sous-comités politiques. Et on a quitté ensemble parce que justement, on s'est impliqué et ça ne donnait pas les résultats qu'on voulait. Donc on a quitté et on n'a pas quitté la politique, mais pas la politique dans le sens gauche-droite, dans l'implication. Et c'est pour ça qu'on a démarré ensemble le mouvement localiste. Et aujourd'hui, on est des 2 côtés, on est sur Info Québec, on est sur le mouvement localiste. Juste ici, on est 4, 5 qui sont des 2 côtés. Mais c'est juste, si on n'aime pas le monde dans lequel on est, faisons le monde dans lequel on a envie de vivre. Puis attendons pas qu'il arrive, il n'arrivera pas. Oui, excuse. Je vais juste répondre à... Merci, Julie, d'avoir amené ce point-là. Effectivement, on a parlé du conservateur. Moi, ça fait partie de mon expérience. J'ai quitté le conservateur, mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, moi, c'est parce que ça me parlait plus. Ça venait plus chercher mes valeurs et autres. Mais j'ai rien contre ceux qui s'impliquent encore. J'ai encore des amis qui sont dans le Parti conservateur avec qui je parle, puis je suis capable de respecter qu'ils sont rendus là. Il y a eux autres qui ont encore un bout de chemin à faire là, puis c'est correct. Fait qu'il y a vraiment un respect aussi... en tout cas, pour ma part, j'en suis là dans ma vie. C'est pas parce que pour moi, ça me parle plus, puis je m'implique plus dans la politique qu'il faut que les autres fassent pareil. Donc, c'est un point que je voulais apporter.
c'est le secrétaire général aux affaires à l'économie de vous arriver à l'événement. Vous avez passé dans des événements, beaucoup de dessins, beaucoup de gens de aujourd'hui, mais je suis avec les Atlantiques. Et puis, je vais continuer à faire des entretiens. J'ai eu moi-même des amis qui sont décédés. Dont des cousins de ma femme, 42 ans, 51 ans, mort sous baisse, ce soir, en tout cas. Merci, Alain. Puis sans le savoir, tu es en train de mettre la table pour notre prochaine conférence. On va en parler plus tard, un petit peu plus tard. Il y a d'autres questions, témoignages, quelqu'un qui a envie de parler? On a un micro. Je me demande toujours quand on entend du monde qui ont eu de proches des gens qui ont été atteints après le vaccin, est-ce qu'il y a un endroit pour eux pour se rencontrer? Par exemple, je me dis, où est-ce qu'on les trouve à part de ce témoignage dont j'en ai vu dans l'Internet, mais concrètement, en Estrie, est-ce que les gens qui ont été à la fête des secondaires, est-ce qu'eux peuvent se rencontrer physiquement quelque part? Parce que je trouve que ça très bien, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peut-être besoin de l'aide concrète financière ou de ce genre. Mais est-ce qu'eux ont déjà comme un endroit pour partager? Il y a quelque chose qui a été fait sur le site web de Réinfo Québec pour créer du lien entre ces gens-là, pour créer, je ne sais pas où c'est rendu, je m'en suis pas occupé, mais je sais que sur le site web, il y avait un endroit, au moins à un moment donné, pour que les gens puissent se connecter et s'entraider, puis partager ce qu'ils ont vécu. Parce que moi-même, j'ai un spectacle que je peux donner. Et je me dis parfois, j'aimerais donner des spectacles et les entrées vont pour aider. Mais je sais souvent pas où est-ce que je peux diriger l'argent, quelle est à la bonne place. Je suis prête à faire comme des spectacles qui... Vous êtes au bon endroit. C'est ça, je m'en dis, vous êtes à la bonne place, je pense, aujourd'hui. Venir s'impliquer et puis voir avec ce qui est déjà en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui se font au Québec de plein de manières différentes. Il y a quelques organismes qui sont en train d'essayer de les regrouper. C'est le cas de Réinfo Québec d'une certaine manière, c'est le cas du mouvement localiste d'une autre manière. Je pense que c'est juste de se renseigner dans des endroits comme ça. Et puis vous allez finir par rencontrer les bonnes personnes avec qui travailler et avec qui vous allez vous sentir en confiance. Il n'y a pas de secret à part rencontrer les gens. C'est encore moins. On va pouvoir se parler enfin parce que ça fait partie aussi de la mission du comité des secondaires de Réinfo. Ce dont on a besoin aussi, c'est des gens qui nous proposent des initiatives. Et puis après, on peut réfléchir ensemble au lieu, aux moyens. Mais là, c'est un peu pertinent. On va essayer de bâtir ça aussi. Bonjour, c'est Michael Berlatin. J'ai un couple de questions et commentaires. Je suis tellement heureux de voir tout le monde. Et oui, dans le bois, on se sent seul. Et ici, je me sens vraiment seul. Les menaces de l'avenir sont vraies. Mon récemment ex-femme, pardon, donc c'est une blague pour tous ceux qui cherchent d'autres campagnes dans la vie. Elle venait de Chine. Elle est venue en Chine d'être avec moi il y a 8 ans. Et elle avait son carte d'identité. Et c'est vrai, elle ne pouvait rien faire pour retourner chercher son argent, sa pension en Chine sans ça.
Mais quand quelqu'un a appelé il y a 2 ans chez nous, là, la Chine, il faut dire qui t'a donné le droit de quitter la Chine. Ça m'a frappé. Et elle me disait toujours, ça va venir au Canada, je le vois changer. Pendant le COVID, elle a dit que ça devient comme la Chine. Comme ça, c'est le temps pour l'action. Et pour moi, je suis venu aujourd'hui pour voir comment je peux m'impliquer. Et peut-être vous allez aborder, parce que je ne veux pas juste dans l'audience ici. Je veux être impliqué. Il y a plusieurs ici qui veulent impliquer aussi, mais on veut savoir est-ce que c'est la prochaine étape. Quand je regarde le média un peu conventionnel anglophone, le National Post, qui est un peu, qui dit on a besoin d'une commission sur le COVID, c'est comme ça n'existait pas, tout était fait. Et c'est ma frustration, mais je sais qu'on peut changer des choses. Et qu'est-ce que Paula ne sait pas? C'est qu'en 87, j'étais amené en cours pour la pratique illégale de médecine au Québec parce que je faisais de la massothérapie et c'était légal. Et je me suis battu avec le collège, j'ai gagné. J'ai fait un burn-out après et c'est son père qui m'a conseillé spirituellement pour m'aider à accepter que c'est ça la vie et qu'on va avancer quand même. Et j'ai des bons souvenirs de vie. Mais on peut faire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que j'ai vu en 2010, fait une compagnie environnementale agricole pour réduire les pesticides au Québec. Et quand on a les réduisé trop vite, les compagnies chimiques ont essayé de me fermer. Et j'ai engagé un lobby. Je suis allé à Ottawa et j'ai fait changer toutes les lois au Canada pour les produits naturels. Comme ça se fait si on organise le monde. Et j'ai vu que les fonctionnaires, ils ont peur de la vérité. Et comment est-ce qu'on peut circuler notre vérité et casser le mur avec le média et le reste? C'est ça que je souhaite qu'on peut commencer dans l'esprit. Parce qu'il y a trop de monde qui ne sont pas au courant avec votre excellent travail. La question de la chambre d'écho. La question de la chambre d'écho est une vraie question. Je pense qu'il faut juste l'aborder. Je ne vois pas d'autre manière de l'aborder que une personne à la fois. Robert Belliveau dit toujours qu'on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer des personnes. C'est juste de faire quelque chose de cohérent. Et puis, il y a un jour quelqu'un qui va regarder, qui va entendre, qui va dire « Hey, ça fait sens ce que tu es en train de faire. Est-ce que je peux m'appliquer ?» C'est juste une personne à la fois. Il n'y aura pas de passage facile, à mon avis. Je l'entends trop général pour mon état. C'est quoi les étapes à venir ou comment on peut s'impliquer? Non, aujourd'hui on a deux conférences, la nôtre qui est finie et celle de Bernard qui va raconter les conclusions de la commission d'enquête. Mais c'est aussi, la pause est maintenant, après les dernières questions. C'est le moment de se parler entre nous, de voir comment on peut chacun faire une part. L'idée d'une antenne, l'idée de se regrouper, c'est ça, c'est de se parler et puis de voir qui a un bon fit ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis un scientifique retraité qui a une expertise en biotechnologie. J'ai travaillé au développement des vaccins, entre autres. Donc, tout ce qu'ils ont raconté là-dessus, je pouvais savoir dans quelle mesure c'était fiable ou pas. Et donc, je fais encore partie comme Réinfo Québec. Ça marche? Bon, OK. Réinfo Québec. Et aussi du Canadian COVID Care Alliance,
qui a aussi changé son nom pour le Canadian Citizen Care Alliance. Et cette organisation-là a sensiblement le même mandat que Réinfo, c'est-à-dire de réinformer les gens. Et c'est à travers le Canada. Et ils ont comme mission, si on veut, éduquer, on dit au Québec empoirer, mais je pense que ce n'est pas la bonne traduction. Et engager les gens dans des actions. Et je vais vous faire une petite publicité. Vous avez des livres derrière auxquels j'ai contribué, qui ont été écrits justement pour faire un résumé scientifique de tout ce qui s'est passé durant la gestion de la crise sanitaire, mais du point de vue de scientifiques, d'un comité scientifique médical du CCCA. Ce livre-là est sorti au mois de novembre. Vous pouvez l'avoir sur Amazon, mais vous pouvez l'avoir ici aussi. Tous les auteurs de ce livre-là donnent tous leurs droits au CCCA pour que cet organisme-là puisse continuer à faire son œuvre. Et il y a un deuxième livre qui va sortir au mois de janvier qui va couvrir l'aspect un peu complémentaire. Celui-là, c'est surtout l'aspect scientifique. L'autre, c'est plus au niveau des institutions, au niveau du système de justice, au niveau de la censure dans les médias. Et on a... ce livre-là va être présenté au mois de janvier, va être disponible au mois de janvier, probablement sur Amazon également. Je suis quand même assez content de vous annoncer que ce livre-là de COVID, Down the Rabbit Hole, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, va être traduit en français par un de nos collègues, Christian Linard, qui travaille à la traduction, puis dans quelques mois, probablement, on va trouver un éditeur français pour le mettre sur le marché. Alors, j'ai un avertissement à faire. Je sais qu'il n'y a peut-être pas des décrypteurs ici dans la salle, mais comme ça peut être passé sur les médias sociaux éventuellement, cette présentation est truffée de blagues et de caricatures, car je suis un scientifique troubadour qui se permet de jouer au fou du roi. Ça allège un peu toute cette folie covidienne. Alors, mes connaissances scientifiques, c'est comme un fil d'Ariane qui m'a guidé tout le long de cette crise sanitaire folle. On était dans un labyrinthe où on s'est fait dévorer, où on a risqué de se faire dévorer par le Minotaure, pour ceux qui connaissent l'histoire du fil d'Ariane. Et donc, pour moi, je me considère comme un sceptique systématique par tempérament et par formation scientifique. Ça fait plus de 45 ans que je fais ça à temps plein comme chercheur. Et je préfère les questions sans réponse aux réponses qui ne peuvent pas être remises en question. Faire confiance aux experts et au consensus scientifique, c'est-à-dire suivre la science, c'est une caractéristique du scientisme et du totalitarisme. Ils n'ont pas encore compris ça dans les médias. J'étais avec Paula devant les journalistes de Radio-Canada qui ont encore cette notion-là qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont nous dire parce qu'il y a un consensus puis ils se filent là-dessus. Mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a dans la science. Bon, la science, c'est un processus de découverte qui ne peut prospérer que lorsque les connaissances actuelles sont constamment remises en question. L'orthodoxie, ça n'existe pas en science, OK? C'est contraire au processus scientifique. Et je vais citer Marie Curie, qui est une femme quand même d'un autre siècle, qui est la seule scientifique qui a eu 2 prix Nobel, OK? Dans la vie, il n'y a rien à craindre, il faut seulement comprendre. Le moment est venu de comprendre davantage afin de moins craindre. Et c'est très important, c'est là-dedans que moi je m'investis, puis c'est ce que j'essaie de communiquer. Puis je comprends que les gens ont bien des questions et des inquiétudes, mais souvent, lorsqu'on commence à explorer ces questions-là, nos inquiétudes commencent à s'estomper, surtout dans le milieu dans lequel on est, où les gouvernements nationaux et supranationaux, mondialistes, essaient constamment de supprimer l'esprit critique des gens en leur balançant tout le temps une crise après l'autre. On est tout le temps dans l'alarme, puis il faut tout le temps s'énerver. Puis pendant qu'on a peur puis qu'on s'énerve, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, pour moi, la crise, ça a été une grande révélation.
c'était pour moi, j'ai abandonné l'âge de l'innocence. Je pensais que j'étais éveillé, je pensais qu'on ne m'en passait pas des petites vites comme ça, mais c'est pas vrai. Je me suis rendu compte quand j'ai plongé dans cette crise-là, ça m'a pris 2 ans où je suis allé dans le fond du trou du lapin pour me rendre compte à quel point on avait des problèmes de corruption systémique au niveau de nos gouvernements en Occident, je ne peux pas dire pour les autres pays, mais en Occident, très certainement. Et ça m'a fait abandonner l'âge de l'innocence. Je savais que les mensonges des autorités étaient là, mais apprécier à ce point-là le niveau de corruption systémique, ça a été pour moi un choc. Bon. Alors, dans un esprit de recherche scientifique, j'ai poursuivi la vérité sans relâche. Puis c'est quoi pour moi la vérité? On dit souvent la vérité, c'est relatif. Ta vérité, ma vérité, tu sais. Pour moi, la vérité, très simplement, c'est, comme scientifique, ce qui est le plus en accord avec ce que je comprends des lois de la nature. Exemple, un gars, c'est un gars, puis une fille, c'est une fille. J'ai été sidéré par les couches de mensonges et tous les aveugles volontaires. Certains, vous en connaissez quelques-uns, puis ils n'ont pas de canne blanche. Ils ont perdu le sens moral par peur, par ignorance, par complaisance ou par lâcheté. Parce que ça coûte quelque chose parfois d'être confronté à une vérité qui va déranger notre mode de vie, notre emploi, nos amis, l'acceptation sociale. Et il y a beaucoup de gens ici qui ont certainement été confrontés à ça et qui en ont souffert. On en a entendu plein durant la commission d'enquête. Alors, mon travail comme consultant en biologie, je suis encore actif, même si je suis retraité. En fait, ma femme vous dirait probablement que je suis plus actif que j'ai jamais été. Je suis sur un conseil scientifique qui s'appelle le C3I, qui développe des thérapies géniques et cellulaires pour le traitement du cancer. Je suis un expert en thérapie génique et je travaille sur ce groupe-là depuis un certain temps. Et je peux vous dire que ce genre de thérapie cellulaire pour le cancer, ça marche bien. Parce qu'il y a des choses qui marchent bien. Là où ça ne marche pas bien, c'est parce que la corruption s'empare des découvertes scientifiques puis fait n'importe quoi avec ça. Également, j'ai travaillé pendant 3 ans pour un organisme privé, public qui s'appelle le CQDM, qui, son mandat, c'est d'aider à la promotion, la commercialisation de technologies en santé. Ça peut être des diagnostics, ça peut être des thérapeutiques, ça peut être des vaccins, qui sont développés dans les laboratoires universitaires ou dans les petites compagnies de biotechnologie. Et ce fonds-là cherche à aider à la maturation des technologies. Bon, je ne suis plus avec le CQDM parce que j'ai fait une petite conférence de presse avec mon ami Patrick le 7 décembre et le CIO, le dirigeant de cet organisme-là, a été alerté par quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui directement, mais je soupçonne que ça doit être un de mes collègues qui était sur le comité scientifique à Visa, qui s'appelle André Darvaux, qui a parti une chasse aux sorcières à Patrick. Et donc, même si je n'ai pas été directement informé de ça, je pense que ma prise de position, qui était parfaitement harmonisée avec ce que Patrick mentionnait, ça l'a amené finalement de l'inquiétude pour un organisme qui vit de subventions gouvernementales et de l'industrie pharmaceutique. Donc, comme j'aimais bien les collègues de cet organisme-là, par ailleurs, je les respectais, j'ai offert ma démission. Durant mon mandat où j'étais là, pour vous donner une idée quand même, que je sais un peu de quoi je parle quand je pose des questions et je critique les mesures du gouvernement, on a été appelé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec à faire une évaluation de propositions de recherche que le gouvernement voulait financer pour gérer la crise sanitaire. Fait qu'on a dû examiner 72 propositions rapidement pour que le gouvernement décide d'investissement pour des méthodes de traçage, des méthodes de diagnostic, des vaccins même, toutes sortes de choses qui ont été proposées dans ce programme-là. Et on me demandait mon avis, en tout cas.
Alors, la Commission d'enquête nationale citoyenne, comme Philippe l'a mentionné, bon, c'est un produit essentiellement du CCCA. À l'origine, ce sont les Canadiens de ce groupement-là qui ont mis en place la Commission d'enquête nationale citoyenne à partir d'une expérience pilote qui a eu lieu à Toronto au mois de juin 2022. Et justement, ils ont profité de la publicité de Preston Manning. Vous pouvez voir ici des gens, donc c'est le même genre de format qui a été suivi durant la commission d'enquête partout à travers le Canada. Donc, il y avait des commissaires, Preston Manning, Susan Natish, qui est une médecin qui fait partie du même comité scientifique du CCCA, et David Ross, qui est le président fondateur du CCCA. Donc, cette commission d'enquête-là, ou ce panel-là qui a été mis en place, vous pouvez lire les rapports qui a été publié dans un livre qui est disponible sur Amazon ou sur le site du CCCA. Également, vous pouvez aller trouver tous les témoignages qui ont été faits pendant 3 jours à Toronto. Et quand vous lisez ça, je suis obligé d'admettre que même si on a fait un travail très détaillé à travers le Canada, on n'a pas appris grand-chose de plus. Tout était là. Mais on l'a multiplié à travers le Canada. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé suite à cette première initiative-là? Il faut se rappeler qu'en 2022, au mois de juin, à travers le Canada, il y avait des endroits encore où il y avait des mesures en place au niveau du confinement, puis il y a des provinces comme en Colombie-Britannique où la vaccination est obligatoire pour les travailleurs de la santé. Là. Il n'y avait pas leur emploi. Là. Puis ils ont enlevé cette vaccination obligatoire très récemment. Donc, ce n'était pas réglé, le problème de la crise sanitaire. Et donc, Preston Manning s'est chargé d'être le visage pour rendre public l'annonce de dire on a fait une commission d'enquête à Toronto, mais on veut traverser le Canada. On veut faire en sorte que tout le monde à travers le Canada puisse s'exprimer là-dessus. Et donc, il a fait une première appel au commissaire au mois de novembre. C'est là que j'ai levé ma main pour dire bien, ça m'intéresse comme d'autres. Et après ça, il y a eu un processus de sélection pour les commissaires. Et au mois de décembre, un appel aux témoins auquel monsieur disait qu'il a participé, qu'il a rempli des formulaires sur le site. Et bon, malheureusement, il y en a eu des milliers de témoignages. Tout n'est pas compilé là-dedans parce que c'est un gros travail de s'assurer pour chacun des témoignages qu'on entendait qu'on pouvait vraiment avoir une idée qu'est-ce que ça représente en termes de problèmes que les gens ont amenés comme témoignages dans ce qu'ils ont vécu, puis qu'on peut le valider d'une certaine façon par des événements qu'on a été capable de vérifier à travers toutes les analyses qui ont été faites, ce qui fait que tous les témoignages n'ont pas nécessairement été entendus. Puis quand on a écrit notre rapport, bien, comme vous allez voir, le rapport, on a traversé le Canada pendant 3 mois, en fait. On a fait 24 journées d'audition, plus de 325 témoins, c'est beaucoup d'heures d'audition. Puis pour écrire le rapport, moi, comme je suis un petit peu maniaque, il y a plusieurs de ces témoignages-là que j'ai réécoutés plus qu'une fois. Donc, c'est beaucoup d'heures d'écoute et beaucoup d'heures de synthèse. Et qu'est-ce qu'on voulait faire, comme Philippe le mentionnait? On voulait écouter, d'abord et avant tout pour entendre les victimes, puis ça, il n'en manquait pas des victimes citoyennes, de problèmes au niveau des port du masque, au niveau de impossibilité de visiter les personnes de résidence, les personnes âgées, même aller visiter des gens à l'hôpital, s'ils ne pouvaient pas y aller, c'était très limité. Puis après ça, quand les vaccins sont arrivés, il fallait qu'ils soient vaccinés. Ils ne te demandaient pas comment ça va, es-tu malade? Es-tu vacciné? C'était la première question qu'on posait. Consigner tous ces témoignages-là, il ne faut pas oublier quand même, on peut ne pas être d'accord avec les témoignages que les gens ont rendus. Mais c'est leur expérience vécue. Est-ce qu'on peut juste les écouter puis prendre ça en considération? Et finalement, bon, on a compilé tout ça, puis notre gros défi, puis on n'est pas fini. Le rapport a été déposé il y a 1 an, au mois de novembre. Et notre gros défi, c'est encore de le communiquer. Parce que peut-être que même dans cette foule ici de gens qui sont relativement avides de ce genre d'informations, il y a probablement très peu de gens qui ont lu le rapport. Bon, il n'est pas encore en français, le résumé est en français, le rapport final en français va arriver bientôt.
Alors, il va être sur le site qui est le site original. Je ne sais plus trop lequel, en tout cas. Mais vous allez pouvoir le trouver sur un site. Alors, ça, c'est toutes les villes qu'on a traversées. Donc, la Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, il y a une ville qui représentait toutes les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Et sinon, on a traversé chacune des provinces canadiennes, l'Ontario 2 fois parce qu'on a fait Ottawa et Toronto, Winnipeg, Saskatoon, l'Alberta, Colombie-Britannique. Et comme Marilyn l'a mentionné au tout début, la date initiale de ce périple-là pour ces audiences-là, ça devait être quelque part avant Toronto. Et quand on a eu la mauvaise nouvelle que le comité qui était en place s'était comme désisté de la tâche, ben ça devenait à peu près impossible d'organiser ça à 2 ou 3 semaines d'avis sans avoir un comité en place. Et juste de mettre le comité en place puis de s'assurer qu'on pouvait le faire, ça demandait absolument qu'on déplace la date et c'est ce qui a été négocié. Alors, le rapport, c'est 22 pages le sommaire, donc ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il y a dedans. Il est déjà en français. Le rapport de 600 pages, il va être bientôt disponible d'ici quelques semaines. Les transcrits, les anglophones ont fait traduire tous les témoignages en français, donc les transcrits en anglais existent dans ce volume 3. Et en plus, il y a des dizaines de milliers de pages de documents que les gens nous ont fournis, que ça peut être des témoins experts ou ça peut être des citoyens. Il y a une madame, je me rappelle, en Nouvelle-Écosse, qui, elle, avait fait des centaines de demandes d'accès à l'information à sa province. Et elle a tous ces documents-là, très, très détaillés, puis il y en a eu d'autres exemples de ça à profusion. C'est compilé à quelque part, puis on peut accéder à l'information, mais ça ne se fait pas manuellement. Il va falloir éventuellement qu'on le fasse avec l'intelligence artificielle. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que sur le chemin où on essaie d'analyser les faits et non pas la propagande, on n'est pas très nombreux. Par contre, les gens qui suivent le narratif, eux autres, c'est une foule qui pointe du doigt les rares personnes qui ont l'air à questionner le narratif dominant. Alors, les commissaires, Ken Drysdale est un ingénieur qui était très actif. Avant même la commission d'enquête, il avait pris une initiative personnelle d'écrire un rapport sur la façon dont c'était géré au Manitoba, très détaillé pour montrer que les mesures sanitaires que le gouvernement proposait n'avaient pas de fondement scientifique. Il a écrit son rapport au complet. Il est allé le déposer au Parlement et à la RCMP pour que le document soit consigné légalement. Bon, ça n'a pas donné beaucoup, mais au moins il a fait cette initiative-là. Il y a Janice Kinkonen, qui est une éducatrice relativement impliquée dans sa communauté. Heather de Gregorio, c'est une avocate de très haut calibre. Elle a plaidé des causes quand même en Cour suprême. Elle travaille dans une grosse firme d'avocats de Calgary. Puis elle a pris 3 mois en dehors de son travail à temps plein pour faire les auditions, puis ensuite pour écrire sa partie du rapport et moi-même comme scientifique. Donc, on avait quand même une palette d'expertise qui nous permettait de couvrir les différents volets de la commission d'enquête. Et bon, comme Philippe le mentionnait, moi, j'ai mes coups de cœur. Alors, évidemment, quand j'ai appris qu'on aurait Didier Raoult, j'étais tout à fait ravi. Il y a Peter McCullough également, qui, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même une des figures de proue de toute cette crise sanitaire que moi, j'ai connu pour la première fois en me voyant faire un témoignage au Sénat du Texas. Et quand les Canadiens, qui étaient chacun dans leur coin, ont entendu Peter McCullough faire ce témoignage-là, ils lui ont écrit indépendamment. Et Peter McCullough a répondu à tout le monde. Puis là, il a dit aux gens en leur écrivant, « Ben, je reçois des messages de Vancouver, de Toronto, de Calgary, d'Ottawa. Puis c'était les Canadiens qui me posent les mêmes questions. Peut-être que vous devriez vous parler. » Et c'est comme ça que le CCCA a été fondé. Donc, c'est d'une certaine façon, indirectement, le père du CCCA. Évidemment, Robert Malone est un coup de cœur pour moi parce que moi, je commençais en thérapie génique en 1992.
sur les vecteurs adénovirus. Je vous fais grâce des détails. Et Robert Malone, à ce moment-là, qui était au Salk Institute, a développé la fameuse technologie de livraison de messages ADN. Je suivais son travail de près. Et quand je l'ai entendu pour la première fois faire une critique très détaillée sur Joe Rogan de ces vaccins-là, je me suis dit, bon, OK, il a allumé, il a compris. Puis il nous a fait un témoignage extrêmement percutant. Ce n'était pas sur les vaccins qu'il a fait, il a parlé du PSYOP, c'est-à-dire toute la propagande du gouvernement. Et finalement, Denis Rancourt, qui est un franco-ontarien, qui était très actif avant la COVID, très, très actif, ce qui fait que quand la COVID est arrivée, il a été très rapidement sur le qui-vive et a accumulé une montagne d'informations incroyables. Il est venu témoigner une première fois à Québec en français. Ensuite, il est revenu témoigner en anglais à Ottawa. Et finalement, comme il était en train de compléter son analyse extrêmement importante sur la mortalité toutes causes confondues, il nous a fait le dernier rapport durant l'été dans une entrevue spéciale qu'on a faite pour mettre ça dans notre rapport. Évidemment, également, pour moi qui est francophone, ben, on voulait une couverture française parce qu'au Canada, je peux vous dire que quand j'ai traversé le Canada, tous les noms qui sont sur cette liste-là, il n'y a personne qui les connaît. C'est pas juste la solitude entre le Québec puis le reste du Canada, c'est la solitude entre les anglo-saxons puis les francophones. C'est comme ça. Puis bon, peut-être que les Allemands aussi, ils ne connaissent pas très bien et vice-versa, mais ça, c'est ça la réalité. Et donc, on a eu des témoignages extraordinaires de Christian Perronne, Jean-Marc Sabatier, Jérôme Sainton, Hélène Banoun, Pierre Chaillot, qui a écrit un livre extraordinaire pour montrer comment les statistiques étaient frelatées, et Christine Coton, qui nous a déjà donné les avant-goûts ou l'aperçu de la bataille qu'elle mène en ce moment sur le fait que les essais cliniques de Pfizer qu'elle a étudiés vraiment à fond sont frauduleux. Et là, elle, comme elle a des moyens, vu qu'elle était propriétaire d'une CRO qui faisait des essais cliniques, puis qu'elle a pris sa retraite, puis bon, elle était financièrement un peu plus à l'aise, elle utilise ses propres ressources pour poursuivre. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner avec la justice française, mais bon, voilà. Alors, je vais vous résumer en 4 étapes les enjeux ou ce qu'on a trouvé comme conclusion. Au niveau des enjeux sociaux, parce qu'on a couvert toute la palette, il n'y a pas seulement la santé puis les problèmes des maladies, mais également ce que ça a impliqué cette crise, la gestion de la crise sanitaire, parce que je pense qu'il y a un point sur lequel tout le monde peut s'entendre, puis on peut le résumer très simplement. Les mesures qui ont été déployées par les gouvernements, que ce soit ici au Québec, au Canada et dans l'Occident, ont fait énormément plus de dommages à la santé des gens que cette infection avec le virus. Et je peux vous assurer que les gens qui sont en poste vont tout faire pour jamais admettre une chose pareille. Alors, parmi les enjeux sociaux, on sait tous les restrictions de réunion, combien de gens qui n'ont pas pu se visiter, pas fait de party de fin d'année pour le secondaire, enfin, pas pu aller visiter les gens, pas pu organiser des fêtes, pas pu inviter des gens à des funérailles. Tu ne pouvais pas, parce que là, c'est maximum, puis là, c'était contrôlé par des Gestapo qui empêchaient les gens de venir faire des deuils. Y a-t-il quelque chose de plus fondamental dans une société? Mesures sanitaires ont un impact majeur également pour la division dans les familles. Et les amis, bon, OK, il y en a qui sont positifs et disent « j'ai des nouveaux amis », OK, c'est bien. Mais quand même, les gens de ta famille, puis tes proches, puis les gens que tu connais depuis 30-40 ans, sur lesquels tu pouvais t'entendre pour plusieurs choses, tout à coup, il y a une coupure brutale parce qu'on ne s'entend pas sur comment ça a été géré, cette crise sanitaire. Et dans les institutions, il y a combien de gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou ne voulaient pas suivre les consignes. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien, tout a été, au niveau fracture sociale, il n'y a rien de plus pernicieux que de faire percevoir les autres êtres humains comme un danger potentiel. Et il y a eu toutes sortes de campagnes de chantage à ce niveau-là. Je vais vous en donner un exemple pour moi, celle qui avait été faite en Angleterre par le National Health Service,
où il y avait ces fameuses annonces où tu vois les gens qui sont en train de mourir à l'hôpital parce qu'on n'a pas suivi les mesures et que est-ce que vraiment tu as suivi toutes les règles? C'est à cause de ça que je me retrouve à l'hôpital, etc. Donc, un chantage affectif absolument honteux où on disait aux gens, restez à la maison pour protéger le système et protéger des vies. Bon. On a eu ici au Québec, il y a Mme Bombardier qui était vraiment, mais complètement possédée par une obsession que cette maladie-là était mortelle pour elle, le seul remède était le vaccin, puis ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ça, c'était des personnes dangereuses qui mettaient sa vie en péril. Et donc, elle a dit, ben ces non-vaccinés, là, on les exclut de la société, c'est comme des nouveaux lépreux, dans le fond. Enjeu civique, bien, suspension des libertés garanties par la Charte des droits. On a entendu plein de témoignages qui ont dit, grosso modo, la Charte des droits dit ça, et les tribunaux, pour le dire de manière un petit peu brutale, ils s'en foutent complètement, parce qu'on invoque que c'est vrai seulement en normal, mais là, c'est spécial. On peut en débattre très longtemps, mais à quoi ça sert une charte? Si ce n'est pas pour protéger les citoyens dans des conditions exceptionnelles. Restriction des libertés. Et là, ben, il y a des compagnies qui ont fait plus de zèle, même qui ont fait plus de restrictions que ce qui était demandé par différents organismes de santé publique à travers le Canada. Je peux vous dire que c'était un peu à géométrie variable. C'était grosso modo le même message, mais ça variait un peu d'un endroit à l'autre. Évidemment, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on allait se débattre devant les tribunaux, systématiquement, par déférence à la santé publique, disaient « ça, c'est la loi, ça, c'est l'orthodoxie de la science, nous, on fait simplement la suivre, on ne veut même pas entendre vos arguments, parce que de toute façon, vous faites partie de Réinfo ou du CCCA, c'est pas sérieux, là, vous êtes des complétistes. » Alors, moi, j'aime bien rappeler qu'au moment où la Constitution américaine a été promulguée, au moment de la guerre de l'indépendance des Américains, il y avait une grosse épidémie de variole qui a littéralement compromis plusieurs batailles puis qui a probablement risqué de faire basculer la guerre à plusieurs reprises. Et pourtant, il n'y a pas d'exception dans la Constitution américaine pour des pandémies. Ça n'existe pas. Et ce qu'un des auteurs de cette Constitution, Benjamin Franklin, nous rappelle, c'est la responsabilité première de tout citoyen de questionner l'autorité. Et qu'est-ce qui est arrivé durant cette fameuse pandémie? Ben, je pense qu'une image vaut 1000 mots. Même si c'est écrit en anglais, je pense que vous avez compris le message. Merci beaucoup, gouvernement. Les enjeux économiques, bien, Philippe en a glissé un mot tout à l'heure. Il y a combien de petites compagnies qui ont fait faillite? C'est absolument catastrophique qu'est-ce qu'on a fait, parce que lorsqu'on fait de la restriction sur la vie normale en société, on est certain que ça va perturber l'activité, pas seulement l'activité économique, toutes les activités. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bien, les plus vulnérables, les petites, moyennes entreprises, c'est elles qui vont écoper. Les gens qui n'ont même pas ou qui ont des moyens très faibles, c'est eux qui vont écoper. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit à ce moment-là? C'est que la classe moyenne, les plus démunis, c'est eux qui ont été les plus touchés par toutes ces mesures liberticides. Et on a assisté, puis ça, c'est même pas discutable, à un transfert massif de richesse qui est sans précédent dans l'histoire. On n'a jamais vu un transfert de richesse aussi important, même dans les 2 dernières guerres mondiales du 20e siècle. Évidemment, une des corollaires, ben, quand on dit au monde, ne travaillez pas, on va vous donner des PCU, on va vous donner toutes sortes d'affaires, et qu'on achète des vaccins inutiles en quantité astronomique qu'il faut jeter après, puis toutes sortes de trucs qu'on a achetés, puis qu'on a figés, bien, ça fait des dettes massives au niveau du gouvernement. Puis bon, par exemple,
dans une année, la dette du Canada est passée de 750 milliards, elle a doublé. Qui va payer pour ça? Ça va bien aller. Ça va bien aller. Voilà. C'est nos petits calinours qui vont régler tout ça. Alors là, je vais parler un petit peu plus des enjeux de santé publique parce que c'est le nœud, d'une certaine façon, du rapport. C'est aussi ce qui est mentionné dans le livre de COVID, Down the Rabbit Hole. On a focalisé plus sur la science, puis toute l'histoire de la virologie, immunologie, les traitements, les vaccins, etc. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus, surtout que c'est mon domaine d'expertise, donc je me sens plus à l'aise pour en parler. Alors là, je vais vous donner des points très simples à retenir, que vous pouvez partager durant vos parties des fêtes. Et ça, c'est la conclusion du rapport. Il n'y a pas eu de pandémie responsable d'un excès de mortalité dû à un nouveau virus pathogène. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de virus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens malades, ça ne veut pas dire même qu'il y a des gens qui sont morts vraiment de cette infection-là. Ça arrive. Comme à tous les ans, il y a des gens qui vont mourir d'infections respiratoires. Les gens les plus vulnérables de la société meurent d'infections respiratoires. C'est saisonnier. Pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons qui l'expliquent. Entre autres, quand la lumière diminue beaucoup, il y a des gros problèmes de santé qu'on doit gérer dans les latitudes où on est, nous. Et c'est dans ce temps-là que les gens meurent. On le voit par les courbes d'excès de mortalité. Les gens ne meurent pas en été là, quand la température est propice. Les mesures non pharmaceutiques, confinement, les masques, le lavage de mains à plus soif, les distanciations, on se sale la main avec le coude, enfin, vous pouvez toutes les nommer, c'est totalement contre-productif. Et on l'a étayé de toutes sortes de façons, je n'ai pas le temps de le détailler. L'autre chose qui a été la prélude à la campagne de vaccination, c'est qu'il fallait absolument supprimer tout traitement possible. Est-ce qu'il y en avait? Il y a un site qui s'appelle c19early.org ou .com, je ne me souviens plus, qui répertorie plus de 5000 études qui ont été faites à travers le monde sur différents types de médicaments pour montrer l'efficacité de ces traitements-là. Normalement, reconnaître un seul médicament qui aurait pu être suffisamment important pour soigner ça, ça aurait invalidé l'autorisation des vaccins en conditions d'urgence. Alors, ils ont tout supprimé, puis ils continuent à supprimer, ils continuent à dire « Ouais, non, l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas, ça. » Et donc, moi, le premier rapport que j'ai fait en tant qu'expert pour les travailleurs de la santé, Maître Manol m'avait contacté pour écrire un rapport d'expert pour contester les mesures du gouvernement. C'était sur mon rapport disait absence de fondement scientifique de la vaccination générale. Et c'est tout détaillé dans le rapport. S'il y en a qui aiment ça lire, ben, c'est sur le site de Réinfo. Quoi qu'en disent les bien-pensants, il n'y a aucun fondement scientifique pour ces vaccins-là. Et ça, des bien-pensants, des PhD autoproclamés en bien-pensance, on a toute une brochette. Je ne vais pas vous les nommer parce que juste de dire leur nom, ça m'écorche. Et un de ceux que j'ai trouvé particulièrement odieux, je ne sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'il est comme ça par tempérament, c'est M. Martineau. On l'a mis dans le rapport. On utilise des étiquettes dénigrantes pour ne pas avoir de débat sur quoi que ce soit. On n'a pas besoin de débattre avec une telle personne. C'est un complotiste. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est un édenté. C'est un anti-vax. On donne toutes sortes d'étiquettes. Mais au début de la pandémie, j'ai été particulièrement frappé par cette fameuse étiquette. C'est un rassuriste. Et ça, c'est grave de vouloir rassurer les gens et leur dire « paniquez pas ». Qu'est-ce qu'il y a de plus dommageable pour la santé que de paniquer? C'est scientifiquement bien établi que le stress est immunosuppresseur. Fait que si on maintient une population en état constant de stress, on diminue sa réponse immunitaire, puis on la rend susceptible à être malade.
et être plus gravement malade qu'elle aurait été autrement si elle n'était pas stressée. Qu'est-ce qu'on fait qu'un enfant qui est fiévreux et qui est malade? On lui dit « Hey, mon petit gars, c'est une valeur, ça, ces maladies-là, c'est grave, tu vas mourir. » Donc, c'est pas ça qu'on fait. Hein? On le rassure. C'est comme ça qu'éventuellement, il va finir par guérir par lui-même. Alors, évidemment, aussi au niveau du journaliste, on n'a pas été gâté. Si on répète le même mensonge tout le temps, ça finit par être du journalisme. Et là, j'aimerais quand même souligner un truc qui, moi, m'a particulièrement touché parce que, bon, on l'a entendu venir témoigner à la commission d'enquête. C'est Mme Sheila Lewis, que peut-être vous avez entendu parler. C'est une madame de l'Alberta, si je me souviens bien, qui était en attente d'une greffe, qui l'aurait sauvé la vie. Puis elle voulait se faire greffer, puis tout était prêt, mais quand la COVID est arrivée, on a mis, était sur la liste, la cour de la liste pour recevoir sa greffe, on y a rajouté une exigence que non seulement elle devait avoir tous les vaccins qu'elle avait déjà accepté d'avoir pour être sur la liste des greffés, mais qu'elle devait obligatoirement prendre les vaccins contre la COVID-19. Puis elle dit, je ne veux pas, j'ai eu la COVID-19, j'ai pas besoin de vaccin. Puis ces vaccins-là, j'ai peur d'abîmer ma santé avec ça. Et donc, ça a fait des débats en cours qui ont duré plus qu'1 an. Puis malheureusement, elle a eu raison. Ils ont fini par céder, mais toute cette attente-là fait en sorte qu'elle est décédée avant de recevoir sa greffe. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens dans le système de santé qui considèrent que tu ne vas pas mettre sur une liste de greffe quelqu'un qui n'a pas eu ses vaccins pour la COVID. Alors, un de ceux qui ont venu témoigner, qui est aussi un de mes coups de cœur, qui est Stephen Kirsch, qui a fondé une association qui s'appelle le Vaccine Safety Research Foundation, qui a un impact pas seulement aux États-Unis, mais international. Il a résumé, lui, il fait des présentations, c'est pire que moi, là, il y a comme des centaines de diapos. J'en ai pas tant que ça, je vous le dis tout de suite. Et une des diapos, je trouve, qui résume son témoignage, puis qui résume toute cette histoire-là, c'est que, dans le fond, pour gérer ça, la meilleure solution, c'est pas de vaccin, pas de masque, pas de distanciation sociale, pas de confinement, puis surtout pas de mandat obligatoire. Mais des traitements. Puis tout va bien. Qu'est-ce qui va arriver si on réussit à faire tout ça? Bien, la seule solution à une pandémie, puis dans l'histoire, ça a toujours été comme ça, c'est que, bon, tu as un nouveau virus qui arrive, pas du temps, il arrive des animaux, c'est des zoonoses, là, puis bon, ça serait long un peu à expliquer. Bien, il faut qu'on développe notre immunité. Puis après ça, bien, une fois qu'on a une immunité individuelle, bien, graduellement, ça fait une immunité collective qui fait que la pandémie, bien, s'estompe. Et bien, ça, tout ça qui a été présenté là, ça a été quand même contesté vigoureusement par des gens qui font du fact-checking. Mais ce n'est pas du fact-checking, c'est de la censure. Alors, un exemple d'un traitement que vous trouvez sur le fameux site dont je vous ai parlé, c'est l'ivermectine. Bien, vous pouvez voir ici, on appelle ça une méta-analyse, quelles sont les études qui favorisent l'efficacité de ce traitement-là par rapport à les différentes conditions au niveau mortalité, hospitalisation, etc. Et également en prophylaxie, en traitement précoce ou en traitement tardif. C'est une molécule absolument extraordinaire qui a été sauvagement dénigrée, entre autres par la FDA. Hey, tu ne prends pas ça, tu n'es pas un cheval ou une vache, toi, là. Alors que c'est le médicament le plus utilisé, parmi les médicaments les plus utilisés au monde, et c'est le médicament pour lequel on rapporte le moins d'effets indésirables au monde. Alors, on a eu quelques politiciens courageux comme Ron DeSantis et son chirurgien en chef, le Dr Ladapo, qui ont dit publiquement, même sur les médias traditionnels, ben oui, les traitements, ça sauve des vies. Et pendant ce temps-là, ben, en France puis au Québec, ben, les médecins se faisaient condamner pour guérison illégale de leurs patients. Il ne faut pas oublier quand même que l'ivermectine, c'est un traitement antiparasitaire extrêmement puissant et tous les parasites ont vraiment peur de l'ivermectine. Alors, est-ce que c'était vraiment dangereux? Vous avez ici le docteur Ioannidis, qui est le chercheur en épidémiologie le plus cité au monde.
qui a dit très tôt, dans ce début de folie, que c'était grosso modo dans le même niveau qu'une grippe saisonnière un peu forte. Et là, ça a été supprimé avec violence. Mais qu'en est-il? Si on compare à la grippe espagnole, qui était l'épouvantail qu'on voulait nous faire miroiter, une façon de regarder ça, c'est lorsqu'on regarde les excès de mortalité par million d'habitants. La grippe espagnole, c'était quand même important. Ça, c'est la COVID ici. Puis, on a tiré un trait pour que vous puissiez le voir, parce que sinon, ça aurait été invisible. L'autre chose qui est très importante de savoir, c'est que la grippe espagnole, contrairement à la COVID, ça tuait les jeunes aussi. Bon. Alors que la COVID, c'est surtout des personnes âgées. Fait que si on regarde en termes de nombre d'années de vie perdues, ben c'est complètement insignifiant comme épidémie comparativement à la grippe espagnole. Alors, est-ce qu'il y avait lieu de s'inquiéter ou de s'énerver avec ça? Un exemple qui a été souvent rapporté là, par nos journalistes qui disaient « Regarde, ils ont mis des masques, puis là, ça a baissé. » Ou « Regarde, ils ont fait du confinement, puis ça a baissé. » Bon, ça, c'est un exemple. Dakota du Nord, Dakota du Sud. Bon, vous ne serez pas surpris. Démocrates, républicains. Fait que les républicains n'ont pas fait de mesures de confinement, n'ont pas fait de masques. Les autres, en plein, les courbes sont pareilles. On peut reproduire ce genre d'informations-là à travers les États-Unis, dans plein de pays en Europe, partout ça a été fait, ça ne fait pas de différence. Fait que si ça, ce n'est pas une preuve que ça ne sert à rien, je ne sais pas qu'est-ce ça va leur prendre pour les convaincre. Alors finalement, ce qu'on peut rendre compte, c'est que ce n'était pas une question de science, c'était une question d'un exercice de conformité. Et il ne faut pas oublier quand même que ce n'était pas facile parce que ce virus-là, il est intelligent. Quand on se lève debout, il peut nous attaquer, fait que là, il faut mettre le masque, qui ne sert à rien, mais bon. Mais quand on est assis, il n'y a pas de problème, là, on peut l'enlever. Alors là, les masques, moi, je vous encouragerais quand même, minimalement, si vous voyez des gens autour de vous autres qui mettent ça ou qu'on vous le demande, bien, il faut dire non, il faut s'opposer. Parce que ça peut revenir si on ne s'oppose pas. Parce que les masques, c'est essentiellement liberticide, ça ne sert absolument à rien pour les infections respiratoires d'origine virale. Ça ne sert à rien. Puis c'est démontré ad nauseam. En fait, le seul masque qui peut nous permettre de nous sortir de cette pandémie-là ou d'une future pandémie, c'est le masque de Vendetta, où tout le monde met le même masque pour être anonyme, puis il dit au pouvoir, non, on ne suivra pas tes mesures. Alors, un des points importants que surtout Denis Rancourt a contribué durant la commission d'enquête, c'est les fameuses analyses mortalité, toutes causes confondues, qui nous permet vraiment de voir c'est quoi l'ampleur d'un événement. Parce que le problème de toute autre analyse où on attribue COVID, pas COVID, on sait très bien que quelqu'un fait un saut en parachute, son parachute ne sauve pas, il l'amène à l'hôpital, fait un test, COVID, il y a la COVID, il est mort de la COVID. Bon. J'exagère à peine. Donc, dans ces statistiques-là qui sont maintenues dans tous les pays, les gens sont morts. Il est mort, il est mort. Puis on fait l'analyse, toutes causes confondues, et Denis a fait ça systématiquement pour tous les pays qui tiennent ce genre de statistiques-là. Et ce que vous pouvez voir, par exemple, bon, si on regarde en Suède, par exemple, okay, la grippe espagnole, c'est ça, le spike. On voit bien qu'il y a quelque chose. Mais la COVID, il n'y a rien. Puis si on regarde dans tout le 20e siècle, il était censé d'avoir eu d'autres pandémies. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, un des problèmes avec la vaccination, pour moi, puis ça, c'est une raison pour laquelle je suis intervenu, moi, c'est quand j'ai entendu dire que l'immunité naturelle pour ce virus-là, ça ne marche pas. Ah, OK, c'est nouveau, ça. Au moment où les vaccins ont été déployés avec force, c'est à peu près autour du mois de février 2021, ça, c'est une courbe extrêmement conservatrice parce que c'est fait à partir des données que sur Our World in Data, où on sous-estime les gens qui ont déjà été infectés parce que les tests qui sont utilisés pour le faire ne sont pas assez précis. Fait que ça, c'est vraiment une estimation extrêmement minimale.
Bien, on peut dire qu'au moment où on s'est lancé, en tout cas dans les mandats vaccinaux, là, à l'automne à peu près 2021, plus de 80% de la population était déjà infectée. Fait que, tu ne vas pas les protéger avec un vaccin. Là. Puis l'immunité hybride, là, qui me lâche avec ça. Là, okay? Alors moi, je vais reprendre ici, vu que Patrick est là. Moi, je disais, c'est-tu un mensonge ou deux? Patrick a dit non, c'est 3. Fait que c'est 3 mensonges. Premier mensonge, est-ce que c'est un vaccin? Ben non. C'est de la thérapie génique. Il aura fallu faire des tests de génotoxicité, oncogénicité, tératogénicité qu'on fait pour tous les produits de thérapie génique. Est-ce qu'ils sont efficaces? Bien, prévenir la transmission, non. Protection individuelle comme les formes grammes, peut-être au début, je ne sais pas, mais à partir de la phase Omicron, on ne voit aucune évidence de ça. Et pourtant, ils nous disent continuez d'être à jour dans vos doses. Sécuritaire. Bien, avec les taux d'effets indésirables sans précédent, on ne peut pas appeler ces vaccins-là quelque chose qui est sécuritaire. Et une chose que vous avez entendue probablement tout le temps, constamment, c'est l'histoire, bon, les anticorps, on fait-tu assez d'anticorps? On a-tu des gros titres d'anticorps? Bien, c'est vraiment une simplification qui est absolument trompeuse de la réalité des choses. Quoi? Oui, d'accord. J'ai le cue. L'immunité cellulaire est extrêmement importante pour ça, on n'en parle pas. Et l'immunité innée est encore plus importante, puis ça non plus, on n'en parle pas. Et en fait, on a eu un témoignage dans la commission d'enquête qui, je trouve, expliquait quand même ça de manière avec un beau graphique. Quand vous vous faites injecter dans le bras avec un antigène pour vous faire des anticorps, vous allez fabriquer surtout ce qu'on appelle des JGG qui vont circuler, puis ils vont peut-être vous protéger contre des formes plus sérieuses si le virus se rend dans la circulation. Mais là où on est vraiment protégé d'une infection qui rentre par les voies respiratoires, c'est avec des muqueuses, une immunité mucosale, avec les IgA. Ce vaccin-là, il ne fait pas fabriquer d'IgA. Fait que c'est clair, à partir de juste ça, c'est de la biologie de base, là, que tous les médecins qui n'ont pas nécessairement lu tous les détails là-dessus devraient au moins savoir qu'il y a une différence entre les deux. Ça ne peut pas prévenir la transmission, ça ne peut pas prévenir l'infection. Puis après, on peut se poser la question, les formes graves, bien, ça, c'est un autre débat. Alors, au niveau des effets indésirables, vous pouvez voir que ça ici, en 2021, quand les vaccins ont été déployés, on se ramasse avec un niveau d'effets indésirables qui est sans précédent, parce que c'est plus élevé que tous les effets indésirables de tous les vaccins combinés dans les 30 dernières années dans cette base américaine qui s'appelle le VERS. En 2024, sur 270 millions de vaccinés, on a plus de 1,6 million d'effets indésirables. C'est rare qu'il dit boileau. Ben oui, c'est rare. Ça dépend de ce que tu appelles rare. OK? Et surtout, je pense que ce qui est important de souligner au niveau de la mortalité, donc en 2021, ce n'est pas un chiffre qui est à jour, maintenant c'est au-dessus de 30 000, on avait déjà 12 500 mortalités associées à la vaccination. En 1976, lorsque le gouvernement avait déployé un vaccin contre la fameuse grippe porcine, à ce moment-là, après 50 cas de mortalité, on ne sait pas de maudit bon sens, dangereux, on le retire. 50. 12 000. On avait déjà des milliers de morts 3 mois après le début du déploiement du vaccin. Ça va bien aller, continuons. Alors, au Canada, on n'est pas très bon pour faire la remontée des effets indésirables. Paul là pourrait vous en parler en long et en large. Mais quand même, on a des indications. En moyenne, pour tous les vaccins combinés, okay, on a en grosso modo 135 effets indésirables par 100 000 de population. Avec les vaccins COVID, même si le rapport n'est pas très bon, 80 fois plus d'effets indésirables. Ça devrait soulever certaines inquiétudes. Et bon, ça commence un petit peu à être reconnu parce que malgré la sous-déclaration, le gouvernement qui avait déjà mis un budget de 18 millions pour compenser pour les blessures vaccinales, dans le dernier budget, a augmenté ça à 36 millions. C'est beaucoup mieux qu'en France parce qu'en France, ils n'ont pas ces montants-là. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces fameux vaccins à ARN messager modifiés? Bien, le Moderna, il y a une étude des chiffres de la République tchèque qui montre qu'il est 30% plus létal que le Pfizer. Je ne veux pas dire que le Pfizer n'est pas dangereux, mais l'autre est 30% plus létal. Et pourtant,
Hey, nous, ici, on construit une usine de Moderna pour fabriquer les vaccins. Vous avez ici le ministre du Développement, là, Champagne, je pense qu'il s'appelle, avec le PDG de Moderna. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Peut-être qu'il regarde l'idole vaccin en haut, je ne sais pas. Alors, pensez-vous que lorsqu'on investit autant d'argent là-dedans, on va dire c'est pas bon, c'est dangereux, on le retire. Et alors, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que cette pandémie-là, c'est vraiment une épidémie de coïncidences. Et ces coïncidences-là ont un visage. Le docteur Malhouse, qui est venu témoigner, eux ont pris une initiative en Colombie-Britannique. Ils ont loué un gros autobus. Ils s'est promené un peu partout en Colombie-Britannique. Puis ils ont demandé aux gens qui avaient des blessures vaccinales, ceux qui étaient morts, de mettre les photos sur l'autobus. Puis ils ont arrêté après quelques temps parce que l'autobus était bien plein. Puis ils en ont reparti un deuxième. C'est des vraies personnes qui ont été gravement malades ou qui sont mortes de cette vaccination-là. Et comme vous pouvez voir, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Ce n'est pas des gens qui auraient eu des problèmes avec l'infection, là. Alors, ce qu'on peut voir également au niveau des chiffres, si on veut regarder les statistiques, tous les pays qui sont fortement vaccinés, c'est là où on mesure un excès de mortalité, toutes causes confondues. Ce n'est pas à cause du changement climatique. Ce n'est pas à cause non plus du changement de régime politique. C'est une autre cause qu'il faut trouver. Et Denis Rancourt nous a fait une étude où il montre qu'initialement, il y avait 13 millions de morts attribuables à la vaccination. On voit une chute majeure dans la fécondité. Ça, c'est un exemple en Australie. Et c'est vrai dans tous les pays où ils ont fortement vacciné. Et finalement, Denis est revenu nous faire une mise à jour pour montrer que son chiffre initial, qui était de 13 millions, est d'au moins 17 millions de gens qu'il peut attribuer lorsqu'il fait l'analyse statistique des mortalités, toutes causes confondues. Et ça a été publié finalement dans une revue avec comité de lecture que vous pouvez consulter. Alors, les autres problèmes qu'on a eus, il y a des gens qui ont perdu leur emploi sans assurance emploi. Il y a 51 personnes qui sont venues témoigner de ça à la commission d'enquête. Il y a 16 personnes qui sont venues témoigner que, ils étaient inscrits à l'université, puis comme ils n'étaient pas vaccinés, ils ne pouvaient pas continuer. Ils ont perdu la capacité de leur éducation, ou ils n'ont pas pu voyager. Donc, on a eu des témoignages très, très concrets de ça. Personne ne vous a forcé. Vous n'étiez pas forcé. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Je pense que le défi, on en a un peu parlé. Il faut éveiller les gens. Les médias, est-ce que les médias vont finir par décider de monter sur ce chemin des faits qui est un petit peu plus abrupt ou ils vont continuer à suivre l'agenda où le chemin est relativement facile? Et là, il y a le général Obtempère qui dit « Dépêchez-vous, on a 40 ans de retard sur le programme. » Alors, moi, j'ai fait l'année passée avec Libre Média une entrevue au moment où Didier Raoult était venu. Et moi, je résume grosso modo mes messages. Dans cette situation-là, on a été confronté à un déni de réalité. Déni de l'efficacité des vaccins. Oups, pas trop vite. Déni de l'efficacité de la vitamine D. Déni des traitements, déni des blessures vaccinales. C'est sûr qu'on dit que ce vaccin-là, il va bien quand on ne préoccupe pas des blessures vaccinales. Puis, on est dans une société qui fait du déni également au niveau des causes naturelles du changement climatique et du déni sur le fondement biologique de l'identité sexuelle. Ça fait partie de la culture dans laquelle on est. Faudrait que j'arrête, c'est ça? OK. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais passer rapidement sur le fait que, quand même, le rapport a amené des conclusions au niveau de l'urgence sanitaire qui était complètement fabriquée, des mesures non pharmaceutiques délétères, la proscription des traitements et des vaccins comme une baguette magique. Et tout ça, maintenant, il n'y a personne qui est venu contester ce qu'on a mis dans ce rapport-là. Personne. Et maintenant, il y a des fuites d'instituts prestigieux en Allemagne qui s'appelle le Robert Koch Institute qui confirment tout ça.
par un accès aux discussions qui avaient eu lieu à cet institut-là, puis qui démontrent que tout ce qu'on a trouvé là-dedans, ça s'est avéré, c'est démontré. Fait que je vais passer là-dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et nous, je pense qu'on est dans le défi de faire propager la vérité, et ça demande juste simplement de la libérer. Et on est tous interpellés. La première chose qu'on peut faire pour exprimer notre liberté, c'est commencer par dire non. Ce qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas de vaccin, on ne veut pas de masque. Si on attend pour des excuses, par contre, ça risque d'être long. Alors, comment s'en sortir? Bien, c'est facile, là, on est ici. Si le peuple se lève, se tient debout, c'est fini, le jeu est fini, on renverse tout. C'est notre responsabilité à tous. Alors, il y a eu des événements qu'on a entendu parler en Colombie-Britannique où ils disaient respecter l'unité naturelle, respecter les gens qui ont guéri et les évidences scientifiques. Puis bon, il y a quelques velléités politiques en Alberta avec Mme Smith qui montrent finalement qu'au niveau de la vaccination, ils vont interdire les mandats vaccinaux dans le futur, ce qui est déjà un progrès. On aimerait ça que ça existe un peu partout à travers le Canada. Alors, je vais passer là-dessus parce que Philippe l'a mentionné au niveau de qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment? On essaie de faire des conférences pour essayer de diffuser le message, comme celle qu'il y avait eu à Saint-Hyacinthe. Il y en a eu une tournée avec Réinfo où j'ai fait 2 présentations sur les rapports. On en fait aujourd'hui. Puis bon, ce qu'il faut faire peut-être pour permettre aux gens d'accéder à ça plus facilement, bien, on pense à déployer de l'IA pour essayer d'aller chercher l'information. Vous n'êtes pas obligé de lire 4600 pages du rapport. Vous pouvez poser des questions puis trouver des façons pour que l'IA vous donne des réponses spécifiques aux questions que vous posez, qui vont toutes être documentées à partir de ces informations-là. Et parmi les autres choses qu'on envisage de faire avec Philippe, c'est de démarrer un podcast pour essayer de déployer de manière plus détaillée tous les éléments du rapport pour les rendre accessibles dans un format où les gens pourraient poser des questions au fur et à mesure pour les trucs qui les préoccupent. Alors, savoir ses pouvoirs, puis ça veut dire, bien, comment on fait? Il faut commencer par arrêter d'avoir peur. Il faut apprendre. Il faut désapprendre des trucs qu'on nous a appris qui ne sont pas vrais. Et il faut réapprendre. Et il faut surtout, bon, se rendre compte qu'il y a des gens qui sont pris dans le système, qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre, puis ils ne veulent pas en parler. Ils vont toujours être là parce que c'est extrêmement coûteux de faire autrement. Et parmi les choses, parmi les choses que je pense qu'on va essayer de faire pour essayer de réveiller les gens, bien, il faut construire des communautés, puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous autres ici, construire des communautés. On est allé avec Philippe à un événement qui a été organisé par Ken Drysdale au Manitoba, Stronger Together, qui est un mouvement politique qui a mis en place pour créer comme ça des réseaux, des communautés. Comme Philippe l'a mentionné également, nous, on a fondé un mouvement qui s'appelle le Mouvement localiste du Québec. Il faut aller voir ce qu'il y a sur le site. Si ça vous intéresse de vous engager dans ce mouvement-là, il y a des choses précises que vous pouvez faire. Et finalement, bon, mon message final, c'est qu'il faut que tout ensemble, on écrive un conte narratif pour contrer le narratif que les médias, la doxa qu'on a voulu nous faire, qu'un narratif fictif, un peu comme les ombres de la caverne de Platon. Vous savez sans doute que à cet automne, le gouvernement recommande encore la vaccination pour les vulnérables, les femmes enceintes et les enfants, comme si c'était la solution. Donc, il y a un travail à faire. Il y a des pamphlets qui ont été mis sur la table de Réinfo là-bas qui résument les arguments scientifiques qui nous feraient contester, puis c'est le bien fondé d'une telle recommandation. Alors peut-être que nous, on fait partie de cette génération, on ne l'a pas nécessairement eu envie, on ne l'a pas choisi, mais on est arrivé à cette époque-là, où peut-être notre rôle, c'est d'essayer de révéler la vérité, puis d'amener les gens à un autre niveau. Puis moi, pour finir sur une note d'espoir, ben Robert Kennedy Jr., quand même, on l'aime, on ne l'aime pas, mais il y a quand même un discours intéressant. Ben, s'il peut réussir à faire abolir les mandats vaccinaux aux États-Unis, ça va donner le là pour le reste des autres pays. Et surtout, un des obstacles importants pour faire retirer les vaccins
qui sont toxiques et inutiles, la cédule de vaccination, c'est que cette fameuse loi de 1986 qui immunise les compagnies pharmaceutiques contre toute poursuite vaccinale, il faut qu'elle soit répudiée. Ça n'existe pas pour aucun autre produit pharmaceutique. Tout autre produit pharmaceutique qui cause des problèmes à la santé, les compagnies peuvent être poursuivies. Là, ils sont complètement absous de toute poursuite. Ils ne sont pas très motivés à ce moment-là de faire un travail rigoureux. Donc, voilà, je prendrai peut-être des questions.